Malin Ridal. J'espère que je le prononce correctement. Un plaisir de t'avoir sur mon podcast. Tu es auteur, autrice, je ne sais pas si je devrais garder ça masculin, tu me corrigeras. Tu as fait plusieurs livres et dans le dernier qui est apparu début de 2024, l'empathie, ça s'apprend. Tu es danoise, française, multilingue. Dans tes mots à toi, comment est-ce que tu décris qui est Malin Ridal? Merci beaucoup déjà de me recevoir. Euh, Comment je décris ma ligne idéale? Déjà, je suis une petite Danoise qui arrivait, enfin, qui rêvait de venir vivre à Paris, déjà quand j'étais toute jeune, quand j'avais 9 10 ans. Je suis arrivée à l'âge de 18 ans. Jeune fille au père, assez classique comme beaucoup de Scandinaves, et j'ai quasiment passé maintenant 30 ans de ma vie en France. Je suis retournée faire des études à Copenhague quelques années, mais j'ai gardé un pied à Paris, donc franco-danoise aussi, parce que j'ai pris le passeport français, donc j'ai la double Comme nationalité. moi. Hmm. Mais enfin, j'ai vécu ma vie adulte, on va dire, toute mon enfance au Danemark et ma vie adulte en France, à Paris, en ayant eu une carrière d'abord assez corporate, mais toujours avec le thème d'avoir suivi beaucoup mes rêves, je pense, mes rêves d'enfance, avec une quête peut-être de vouloir rester fidèle à moi-même, être alignée avec ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et j'avais un grand rêve au départ d'hôtellerie de mon enfance. Donc, j'ai pu travailler dans l'hôtellerie, dans une carrière corporate pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Heureux comme un Danois, qui est un livre que j'ai écrit suite à la publication de Nations Unies d'un rapport qui s'appelle The World Happiness Report, que tu connais très bien, où le Danemark a été en 2012 nommé le pays le plus heureux au monde. Et c'est là où mon voyage a commencé à aller explorer, comprendre, faire des recherches sur qu'est-ce qui fait que on est heureux, bon, individuellement, mais qu'est-ce qui fait surtout que ça fonctionne quand on est à plusieurs. Parce que c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est cette difficulté en réalité, que c'est déjà pas évident de trouver son propre bien-être. Mais comme je dis souvent, une fois que peut-être on a trouvé une réponse, ça ne s'arrête pas là parce qu'on n'est pas seul et heureusement pour ça. Parce que c'est d'ailleurs la qualité de nos relations qui nous rend le plus heureux dans le monde. Donc, Hmm. j'ai commencé à faire des recherches, etc. J'ai publié après 3 autres livres. Je ne sais pas si on va revenir dessus. Évidemment, il y a L'empathie, ça s'apprend qui est mon dernier. Euh, qui plus sur un projet sociétal que je portais depuis d'ailleurs que j'ai obtenu le passeport français, où je me suis dit, maintenant que tu es aussi française, quel est ton engagement pour la France? Et j'ai choisi l'école. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter du Danemark qui peut avoir du sens en France? Et donc, il y a 6 ans, j'ai commencé à pousser pour introduire des cours d'empathie à l'école française publique, parce que moi, j'avais reçu ces cours au Danemark dès l'âge de 6 ans. Et j'avais beaucoup apprécié et ça m'avait donné beaucoup de choses pour pouvoir après naviguer dans la vie, en mes relations avec les autres, créer l'esprit de la communauté, la collectivité. Donc ce projet, du coup, il est en lien avec mon dernier livre qui s'appelle L'empathie, ça s'apprend. Et puis aujourd'hui, je donne des conférences, je donne des cours notamment à Sciences Po Paris sur le bien-être et la, la performance dans les entreprises. Et j'interviens beaucoup auprès des dirigeants, notamment dans la cohésion des COMEX. Comment on crée ce que moi j'appelle une sécurité psychologique, comment on réduit les tensions, comment on réduit les conflits dans les entreprises pour pouvoir finalement avoir accès à l'innovation, l'engagement, la productivité, etc. Donc, et puis que les gens viennent au travail. Pas le bonheur au travail dans le sens, on fait plein de choses autour, pourquoi pas, hein, mais moi, je travaille vraiment, c'est pas le baby-foot, le panier de fruits sur quoi je me focalise, c'est vraiment les relations et le sentiment de légitimité que les gens peuvent avoir, de oser poser une question et mettre une idée, avouer une erreur. Donc, ma vie aujourd'hui tourne autour de ça, à la fois en version conférence, enseignement, des missions plus longues,
individuelle, collective. Donc c'est très enrichissant, donc j'ai beaucoup de chance, j'estime, et j'ai pu donc passer des années maintenant à aussi développer et porter ce projet, avec beaucoup d'autres personnes, de cours d'empathie à l'école en France. Ben, nous allons forcément explorer. Je voulais juste revenir sur le point de les relations. J'ai fait un entretien avec un médecin canadien qui travaille aux États-Unis dans dans les hospices, donc c'est-à-dire avec les gens en phase de terminale. Et il a fait des entretiens pendant 25 ans. Il a dit, au total, il y a deux conclusions avec ces entretiens qu'il fait avec des gens qui sont en fin de vie. Il y a deux choses qui comptent dans la vie. Un, c'est les relations. Mmh. Et deux, c'est les expériences. Et je me demandais à quel point ce deuxième aspect te paraissait dans le même niveau des relations ou pas. Parce que est-ce que c'est un point de vue plus américain du Nord ou est-ce que c'est quelque chose qu'une Danoise pourrait accommoder? Non, moi, j'ai pris 2, enfin, j'ai 2 parties prises, donc ce qui peut, se rejoindre un peu aux expériences, c'est que, je m'appuie beaucoup sur les études de Sonja Lyubomirsky, qui en gros dit: «Mais, il y a seulement 10 de notre, bien-être, bonheur, qui dépend de circonstances extérieures. Et donc en fait, ce qui a réellement beaucoup d'influence pour elle, elle parle des 50 qui sera génétique, c'est-à-dire le caractère qu'on voit d'ailleurs sur les petits enfants, 1 an et demi, 2 ans, on voit déjà il y a un caractère, il y a une réelle différence entre des enfants, même s'ils sont les mêmes parents, il peut y avoir un enfant qui a énormément de difficultés, qui pleure pour un rien, qui tombe, qui n'arrive pas à se lever, qui peut même avoir des souffrances, des maladies, etc. Un autre enfant qui est énergétique, on le met par terre, il joue avec des feuilles, etc. Où c'est très facile d'être, en fait, d'aborder la vie. Et donc, selon Lyubomirsky, c'est 50% le génétique, et puis il y a 40% qui relèvent de l'attitude et nos actions. Et on peut dire que l'expérience et peut-être aussi le regard qu'on pose sur les choses. Et ça, moi, je travaille énormément là-dessus, sur nos croyances, sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Il est comment le monde, ils sont comment les autres et moi, je suis comment. Et donc, ces croyances-là façonnent énormément l'expérience du monde, des autres et de nous. Parce qu'on collectionne de manière répétitive des preuves de ce qu'on pense être vrai déjà. Et donc, ça crée une orientation, d'ailleurs, par moments, une extrémité, une polarisation aussi, on le voit, hein, parce qu'on est réaffirmé dans ce qu'on pense déjà. Et donc, ce qui donne un résultat où la société, le monde manque beaucoup de tolérance, mais aussi un mot que je trouve qui m'occupe beaucoup en ce moment, qui est de la nuance. Hmm. Avoir de la nuance dans nos propos. On peut être 90% convaincu de quelque chose, mais laisser ces 10% d'ouverture, de nuance, de dire mais je cherche à comprendre les arguments contraires et en pouvant même les accepter. Donc donc les expériences et les conclusions qu'on en tire, bien sûr, ça influence énormément, énormément la manière dont on va vivre. Hmm. Dans ce que tu dis, il y a les expériences qu'on accumule qui façonnent comment on regarde nos croyances et tout. Et pourtant, j'ai envie de dire, pour un enfant, le stéréotype a une valeur pédagogique, de pouvoir mettre des catégories, de dire ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est danger, ça c'est pas danger. Parce que s'il n'y a pas de stéréotype, c'est difficile de paramétrer. On est que dans la nuance. Et jusqu'à l'âge de, enfin, 18 ans, le teenager, il est plutôt noir et blanc. Mm. Euh, ce qu'on fait, en tout cas ce que mes parents ont fait et ce qu'on fait jusqu'à un certain point à l'école danoise, c'est de créer de la compréhension. Ça ne veut pas dire être d'accord avec, mais de pouvoir comprendre un autre point de vue qui est opposé à ce qu'on pense. Et donc, notamment sur le mal et le bien sûr, il faut des repères hein, dans la vie, et puis on va toujours garder des références et des préférences. Et nos préférences façonnent
la manière dont on va choisir, les gens qu'on va choisir librement. Mais ce que je dis toujours dans mes cours, c'est que en réalité, les gens qu'on choisit restent moins nombreux que ceux qu'on n'a pas choisis avec lesquels il faut qu'on fonctionne. Là, je ne parle pas de ceux avec qui on vit, parce que logiquement, on les choisit, mais il y a des gens qui restent coincés. On n'a pas choisi en soi nos parents, hein. Mm. Donc, c'est une forme de loterie. Et moi, il se trouve que moi, j'ai été extrêmement chanceuse parce que j'ai eu des parents super. J'ai un frère qui est super. Pas du tout à la perfection, mais j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'amour. Mais c'est pas. Alors après, on va choisir notre partenaire, mais c'est peut-être un choix plus ou moins conscient. Ou est-ce que par moment, il y a des gens qui choisissent un peu par peur d'être seuls ou par d'autres critères. Donc, tous ces choix-là, bon, admettons que ce sont des gens qu'on choisisse après quand on grandit, nos amis. Mais il y a tous les autres où on va avoir un travail où on n'a pas choisi nos collègues, on n'a pas choisi les gens dans notre classe, on n'a pas choisi nos voisins, on n'a pas choisi, enfin tout ça. Donc c'est ce fonctionnement-là de collectivité, de communauté à plus grande échelle qui est extrêmement important pour notre bien-être. Et donc d'avoir une certaine capacité. L'empathie, en réalité, moi je trouve que c'est intéressant, surtout quand on ne se ressemble pas. Parce que Mm. l'empathie avec des gens qui se ressemblent est plutôt facile. Et c'est ce que j'appelle l'empathie chaleureuse. Quand on a Mm. des points communs, on se ressemble. Ah bah oui, je vois exactement ce que tu veux dire parce que moi aussi, etc. Mais c'est plus quand on est face à une population où on se dit, mais ouh là 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 là, alors moi, c'est l'opposé à ce que j'aime dans la vie. C'est là où c'est intéressant, parce que c'est là où ça donne une capacité à minima à voir, comprendre et constater, idéalement voir, comprendre, accepter, et puis, si possible, peut-être, pourquoi pas, voir, comprendre, apprécier. Mais c'est ces 3 degrés où le constater, c'est je constate que cette personne n'a pas respecté les règles, euh, et essayer de comprendre quelles sont les raisons. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans son histoire, etc. Quelles sont les raisons? Sans forcément aller à nouveau à imaginer un truc bisounours où on accepte tout, etc. C'est pas du tout le Mm. sujet. Et d'ailleurs, je donne souvent l'exemple, j'en parle dans mon livre aussi, ce week-end, il y a encore eu un exemple de mes voisins en dessous, où la jeune, la fille de la personne qui loue l'appartement fait des fêtes techno jusqu'à 7 heures du matin, régulièrement. Euh, Arr. ouais, voilà. Non, mais donc, du coup, qui empêche tout le monde de dormir. Mais c'est donc, quelle est l'empathie que je dois montrer à son goût pour la fête excessive avec jusqu'à 7 heures du matin, alors qu'on veut dire, bon, jusqu'à 1 heure. Et quel est le dialogue, comment on en parle, et quel est le cadre. Et donc, c'est des exemples assez intéressants. Euh, Parce que en fait, le contraire, c'est l'escalade. On va faire escalader le conflit. Si entre guillemets, je l'insulte, enfin, je l'insulterai jamais, mais si je commence avec une attitude, vous voyez bien que, enfin, c'est pas normal, etc., je vais sûrement renforcer son envie d'augmenter un peu la musique. euh, Par une forme d'énergie contraire à qu'est-ce qu'elle vient nous donner des leçons. Et on est en plus assez dans le style, on va dire, le style, la façon de vivre, particulièrement peut-être opposée. Et donc, il y a un vrai risque d'empirer par toute action de ma part la situation. Donc, il faut vraiment trouver la bonne voie pour pouvoir régler une situation pareille. Mais moi, je trouve ça très intéressant, à nouveau, surtout quand il y a une difficulté. Et c'est, pour revenir au sujet de la nuance, il y a dans ce que tu as dit cette capacité peut-être d'avoir une croyance à 90% et toujours laisser une fenêtre d'ouverture Mm. sur peut-être pour accepter, voire apprécier, voire changer d'opinion. Bien sûr, grandir. Et, et, et dans ce que tu as dit là, enfin, on a tous été jeunes et à peu près tous fait des fêtes un peu à la olé olé. Mm. Donc on y était, mais on oublie souvent notre enfance et on devient adulte et on voit les choses différemment. Mais le besoin
de corriger dans un conflit comme ça appartient à celui qui est le plus gracieux, quelque part, d'arriver à faire cette étape. Car l'autre n'est peut-être pas dans forme gracieuse. Et donc, c'est compliqué. Et souvent, dans mes discussions autour de l'empathie, pourquoi ça m'incombe toujours à moi d'être l'empathique? Deuxième point, comment est-ce que tu réagis à l'idée d'avoir des croyances fermes et d'autre part, d'avoir besoin d'avoir la flexibilité de tout apprendre quelque part? Est-ce qu'il y a une place pour avoir une ligne éditoriale ferme ou une colonne vertébrale morale, exigeant et presque de dogme? Parce que sinon, ben, il y a plus il y a on croit en plus rien. Oui, mais c'est pas jusque-là. En fait, je pense que si on est 90% convaincu que ce soit la bonne façon de faire, ou être, ça peut être ferme, mais avec une part radicale. Je veux dire, avec cette, quand je dis 10% d'ouverture, c'est d'écoute juste. Et en fait, quand on est certain et radical, il y a une forme d'aveuglement de tout argument contraire. Et donc, je trouve qu'on perd en intelligence. On n'est pas obligé de changer d'avis. Avec ces 10% d'ouverture, on peut rester. Mais c'est une écoute réelle de dire, je suis prête à me questionner si les arguments me semblent recevables. Et si on est sûr et certain, et donc du coup, ça devient presque pas une écoute, mais en fait juste une attente. Pas une écoute, une attente avant de contre-attaquer. Et ça, je trouve dommage de ne pas pouvoir dire. euh, je trouve ça très intéressant. Et je vois bien pourquoi il peut avoir vraiment un avis contraire. Je reste sur mon point de vue. J'avais une expérience assez intéressante où j'ai donné un cours un soir à des jeunes entrepreneurs de milieux plutôt un peu défavorisés, un peu difficiles. Et à un moment donné, on parlait des ombres, les théories de Carl Jung, de ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, ce qui nous met en colère, etc. Et donc, voilà, when you spotted, you got it. Donc, c'est des projections. Donc, finalement, ce qui nous met en colère, c'est quelque chose qui reste coincé en nous. Et puis, je demande aux jeunes autour, est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un qui vous ne supporte pas, qui vous met voilà, en colère? Et donc, il y a un jeune garçon qui dit, ouais, je ne supporte pas Mbappé. Je le trouve arrogant, Le euh, footballeur. le footballeur, il a un ego surdimensionné, je ne supportais pas, c'est ridicule ça. Donc il y a un autre garçon dans la pièce qui se met en colère en disant que ah, qu'est-ce que tu dis, c'est mon footballeur préféré, c'est l'homme le plus merveilleux au monde, il est génial, etc. Et enfin, en 2 secondes, il y a une escalade. Donc, tu vois, limite, on était à deux doigts de presque venir aux mains. Enfin, ça devenait violent. Donc, j'arrête évidemment la discussion. Et je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on va avoir un résultat quelconque, positif, même constructif de cette discussion? Bah non, pas vraiment. Ouais, mais quand même, comment il insulte Mbappé, etc. Bon. Et je lui dis, bah, écoutez, vous ne l'aimez pas, manifestement, vous l'utilisez en exemple. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner 3 choses positives que Mbappé représente? Je sais pas. Je lui dis, bah, prenez votre temps. 3 choses de positives qu'il représente. Bon, bah d'accord, ok, bon, pour les jeunes. Donc, il donne 3 exemples sur un but qu'il avait fait où il s'est corrigé après, où il a joué collectif et que finalement, quand même, c'est vrai que pour les jeunes, il fait pas mal de choses. Et puis, il y avait une troisième chose en disant que dans telle et telle situation, il a été pas mal. Et je dis à l'autre, je dis maintenant, est-ce que toi, tu peux donner 3 exemples de où il n'est pas parfait, ou peut-être il peut avoir de points d'amélioration. Et donc, les deux ont avancé 3 choses et en fait, ils sont trouvés une entente. C'est-à-dire, c'était possible de vivre ensemble en ayant donné un petit morceau de 3 points qu'on pouvait partager en ayant tout le reste en opposition. Et ces 3 points permettent un dialogue où finalement, dans le désaccord, on trouve un petit lien.
Et c'est ça que je trouve, assez magique parce qu'on est dans les détails, mais ce qui permet l'humain est quand même, moi je le pense, bon l'humain. Et quand l'humain se sent accepté ou connecté sur un point, bah, il est capable d'accepter de ne pas voir les choses de la même manière. Et c'est ce qui s'est passé dans cette pièce. On construit un pont. J'adore ton exemple, j'en parle moi-même aussi. Et cet aspect, enfin, en tout cas, la régulation de cette situation dans le cours avait besoin d'un médiateur. Oui. L'idéal, c'est que j'y arrive moi-même, avec grâce, de dire, bah, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais il y a trois choses que je trouve dans ce que tu as dit très bien ou bien. Donc ça, je crée le pont alors que je suis pas d'accord, etc. Mais on est loin de ça dans la société. Il y a plusieurs choses que je veux qu'on arrive à discuter. La première, c'était donc dans un article que tu as publié sur LinkedIn, où tu es très bien suivi. Et c'était un article où tu commences avec le titre La fausse harmonie dans les comics, l'éléphant dans la pièce. J'ai trouvé cet article formidable puisque tu parles de manque de discussion qui couvre, ou en fait semblant d'une harmonie dans le comics, alors qu'il y a d'autres sujets. Et j'ai envie de dire, c'est des sujets qui portent plus sur des aspects personnels, enfin les convictions, l'éthique par exemple, pour moi, c'est un sujet forcément personnel. Le Mmh. bien-être, c'est un sujet qui est forcément personnel. On ne peut pas avoir un bien-être si ce n'est pas lié à ma situation, mon contexte, mes croyances et comment je peux le faire. Alors, tu parles dans cet article, et je voudrais que tu le expliques un peu plus, ta méthode, ou la méthode MR. Je présume Ouais. que Mmh. ça se rejoint avec ton nom, mais qui est basée sur la sécurité psychologique. Mmh. Dis-nous un peu quelle est la méthode pour arriver à discuter des bonnes choses dont on a besoin. Et je dirais aussi, juste pour dire, il y a d'autres sujets que je pense qu'on en devrait discuter, c'est les valeurs et les valeurs décrites à une manière personnelle, comportementale, et histoire de la marque, on représente quoi. Il y a des sujets qui sont peu dans les comics, mais qui devraient plus être. Voilà, juste pour te soutenir dans ce Mmh. discours. Hem, Bah, écoute, merci de poser cette question-là. Effectivement, j'ai écrit cet article parce que c'est un phénomène que j'observe régulièrement dans mes missions, enfin, à la fois avec les dirigeants que je rencontre, avec qui je ne travaille pas forcément en mission et ceux avec qui où je travaille en mission. Mais c'est un phénomène que j'observe, en tout cas régulièrement, c'est-à-dire que en surface, ils disent: «Mais tout se passe bien, je n'ai pas besoin de travailler mon COMEX» et cetera. Et souvent, ils reviennent vers moi quelques mois plus tard en disant que: «Mais en fait, finalement, je crois que j'ai commencé à vraiment observer, je crois que c'est une fausse harmonie». Parce qu'on ne se dit pas les choses, en fait. On ne va pas venir, titiller le dossier des uns et des autres parce qu'en fait, on se dit: «Mais ça sera à charge de revanche sur mes dossiers» et donc du coup, c'est cette espèce de culture de non-dit, qui grandit et qui crée des tensions en dessous, et donc ça fait des pics, mais jamais vraiment on règle pas les vraies histoires et ça empêche jusqu'à un certain point quand même la performance d'une comex parce que, quand on n'ose pas poser la question ou émettre une idée par peur que ça va faire des vagues, bah, on n'avance pas. On reste dans un zone de confort qui est tout petit au lieu d'explorer des choses et pouvoir être, libre de dire des choses et même dire: «Bon voilà, je me suis trompé», justement cette ouverture, d'esprit d'une certaine façon et pas avoir peur de l'autre ou avoir peur de soi, de pas avoir raison par exemple, c'est pas la fin du monde, au contraire, c'est le moment où on apprend le plus. Donc ça c'est, alors, il y a un gros travail d'ailleurs à faire sur justement la sécurité psychologique. Et si je reviens sur ce que j'appelle la méthode MR, c'est les, les, les 10 ans où j'ai commencé en 2012, où j'ai créé Recommandanois, à faire mes recherches, à regarder. Moi, je ne suis pas académique moi-même dans le sens que ce n'est pas moi qui fais les recherches, mais j'utilise les études et les documentations des universités et des autres. Il y en a beaucoup. Donc, en fait, c'est quoi la tâche? C'est de faire le tri dedans et de sélectionner ceux où je me dis
c'est là où, pour moi, ça a le plus de sens et le plus d'efficacité auprès de dirigeants qui peuvent, enfin, qui sont déjà, leurs vies sont déjà très remplies avant qu'on arrive. Donc, il faut travailler sur des choses qui leur semblent efficaces et qui sont vraiment utiles pour leur quotidien, à la fois dans le travail, mais aussi en tant que personne. Peut-être le fait qu'on apprend à comment communiquer et comprendre l'autre, ça m'aide avec ma belle-mère ou avec mon fils. Et tant mieux, parce que tout ça fait descendre évidemment la tension, le stress global qu'on peut ressentir dans une vie. Donc, la méthode MR, c'est la conclusion de tout ça. Donc, je formais, je crois, aujourd'hui plus de 3000 dirigeants dans cet esprit, dans cette méthode que je formalisais aujourd'hui. Il n'y a rien d'incroyable dans la méthode, mais je pense que mis ensemble, c'est quelque chose de relativement ensemble. Mais c'est que je dis le point de départ pour moi, et je ne peux pas travailler si je ne fais pas ça, c'est la connaissance de soi. C'est une forme d'intelligence de soi, notamment, alors ce que tu disais tout à l'heure, sur quelles sont mes valeurs, quelle est l'histoire que je raconte sur ma vie. L'histoire de notre vie, c'est pas notre vie en fait, c'est l'histoire qu'on raconte. C'est un Mmh. prisme. Et donc ce prisme, quelles sont les valeurs qui sont dominantes dans ce prisme? Qu'est-ce que j'ai retenu de mon enfance, de l'école, de ma carrière et de ma vie adulte? C'est quoi mes mentors? Pourquoi ces gens-là? Qu'est-ce que mes parents ils m'ont transmis? Qu'est-ce que dirait mon père sur moi? Qu'est-ce que dirait mon frère ou ma sœur sur moi? Et comment je le vois moi? Quel rôle j'avais à l'école? Le clown, le meilleur de la classe, beaucoup d'amis, peu d'amis, plutôt dissipé ou plutôt extrêmement discipliné et concentré. Donc tout ça, ce qu'on a retenu sur notre passé, c'est probablement ce qu'on va produire par la suite, par un prisme qu'on a déjà pris. Et donc, c'est une prise de conscience. Donc, je fais cette séance qui dure 4 heures quand je travaille avec les COMEX ou en individuel pour avoir ce niveau de connaissance de soi. Bon, il y a une variation de ça en plus grand groupe et j'ai fait un programme, une formation digitale aussi, évidemment pour le plus grand nombre, parce que là, c'est la solution un peu haute couture que tout le monde ne peut pas avoir. Mais l'idée, c'est ce point de départ, d'avoir un minimum de connaissance de soi, de connaître ses valeurs, connaître ses ombres, donc les fameuses ombres de Carl Jung, de quels sont les points de colère, d'intolérance, de je ne supportais pas et comprendre ce que ces points disent sur nous. Et globalement, il est comment le monde, ils sont comment les autres, et moi je suis comment. Comment je collectionne les preuves. Comment j'arrive à fabriquer ce que j'appelle la réalité, mais qui est ma réalité, et qui est une fraction minuscule d'une réalité disponible. Et Mmh. donc, tout cette prise de conscience où je pousse les gens à en être responsables de deux choses, de pouvoir donner aux gens ce que j'appelle une mode d'emploi personnelle. Comment j'aide les autres à comprendre comment je fonctionne? Comment Mmh. j'aide les autres à être empathiques avec moi? Mmh. Par exemple. Comment j'aide les autres à être empathiques avec moi? Et puis l'autre outil qu'ils appellent, et toi tu vas comprendre parce que tu es anglophone, the disclaimer. Le disclaimer, c'est un avertissement sur un comportement qui peut être difficile pour les autres. Ou on le sait, les perfectionnistes, si on est un peu dur, si on est un peu Exigeant. exigeant, ou même si on est dissipé et si on n'est pas concentré parce qu'on a du mal. Tout ce genre de comportement qui peut être perçu par les autres comme un manque de respect si tu es là à regarder ton téléphone parce qu'en fait tu n'arrives pas à te concentrer, bah, il est nécessaire d'utiliser ces disclaimers. Enfin, si on n'arrive pas à, entre guillemets, corriger nos défauts, et souvent les gens, c'est pas le cas parce que voilà, ils sont comme ça. euh, J'observe que le fait d'avertir les gens sans argumenter que c'est un meilleur comportement que tous les autres comportements et on a raison d'être Mieux exigeant vaut. parce que comme ça on a de bons résultats, c'est pas l'idée, c'est d'en être propriétaire et responsable d'un comportement qui devient non personnel. Alors que si je suis dur, exigeant et cassante et je ne le dis pas, je ne l'assume pas, je n'en suis pas propriétaire, ça devient la charge de la personne qui reçoit, qui du coup se sent nulle, etc., parce que je n'ai pas averti sur ce comportement qui est le mien.
Et donc, ce sont des outils pragmatiques, relativement simples, qui fonctionnent parce que les gens arrivent à les mettre en place. Et quand on a les sous-titres, quelles que soient les personnes, je pense que la jeune femme en dessous, là, elle serait venue me voir en disant que, écoutez, je suis désolée, j'ai un certain nombre de frustrations où j'ai besoin de temps en temps de me laisser faire la fête et j'ai un goût pour le lâcher prise et la nuit pour me défouler, pour après me sentir mieux. J'aurais mieux vécu la nuit blanche, et j'aurais pas pris comme enfin, je l'ai pas pris comme un truc personnel parce que ça ne l'était pas, parce que c'était une fête avec plusieurs personnes, mais euh, on disassocie plus facilement quand on comprend les sous-titrages, Hmm. ou c'est une fête pour telle et telle raison. Enfin, c'est-à-dire que cette mode d'emploi ou disclaimer, je sais que ça va être bruyant et ça c'est désagréable pour vous, mais là c'est pour la fête d'une copine qui a réussi ceci, cela. Et en fait, dès qu'on a quelques sous-titres, on arrive mieux à vivre ensemble et à ranger les choses dans les bonnes cases. Et à ne J'adore. pas en faire des affaires personnelles. Donc, c'est dans cette boîte à outils, j'ai développé, on va dire, 8 outils très pragmatiques que les gens peuvent vraiment utiliser dans l'entreprise au quotidien. Il y a cette histoire d'ombre, bien sûr. Il y a aussi enfin, un phénomène que toi tu connais très bien, qui est faire la distinction entre l'objet et la relation. Euh, ou quand tu critiques un objet ou un dossier, c'est l'objet que tu critiques et pas la personne qui a fait l'objet, mais l'objet en tant que tel. Donc c'est quand toi et moi, quand on fait des conférences ou quand on publie quelque chose, c'est l'objet. Mais si je confonds en permanence l'objet et la relation, bah en fait, tu t'en sors pas parce que du coup, personne ne peut critiquer ton objet sans que ça devienne un truc où on n'endort pas la nuit. Donc cette séparation de l'objet et la relation, ou cette confusion, c'est un autre sujet que je privilège beaucoup. La collection du preuve du contraire pour la nuance, c'est-à-dire à partir du moment où on dit un tel est arrogant, ou un tel est en retard, ou un tel, ah, il est toujours comme ça, bah, elle, c'est pareil, elle parle tout le temps. Enfin, tout c'est toujours, jamais tout le monde et personne. Bah, en fait, dès qu'on entend ça dans notre propre bouche, il faut aller faire la collection de preuves du contraire. Quelles sont les preuves où, en fait, où il est pas arrogant? Dans ce séparation entre objet et personne, enfin, ça montre bien l'enfer que c'est d'être artiste, Ah, qui, oui. qui crée de son propre gré, de l'intérieur de lui, de l'angst qui peut exister en lui ou elle. Et enfin, quelque part, quand tu écris un livre, c'est quand même une création. Et c'est toi Tu mets un qui, peu de toi dedans, donc c'est. faut espérer. Ouais, non, non, mais c'est sûr, mais c'est de pouvoir supporter. Non, mais je dis pas de là, je suis pas en train de dire que du coup c'est super agréable si les gens apprécient pas ce qu'on a, ou si je porte plus simple une robe et tu me dis tiens, j'aime pas ta robe, Mani. Alors je vois pas l'intérêt de le dire, mais admettons, c'est pas, ça veut pas dire que je ne t'aime pas. Et je m'en souviens un jour, j'avais un copain qui était à la maison et j'avais sur ma cheminée des canards en bois. C'est un objet de design danois de mon enfance. Et puis, il regarde l'appartement, il dit, ah, il est chouette un appartement. Il me dit, en revanche, alors les canards, là, sur la cheminée, oh, je trouve ça horrible, j'aime pas. Et j'ai eu quelques minutes où j'étais un peu vexée. Parce que les canards, c'est mes canards, c'est danois. Et je pense que après, bon, pourquoi pas, hein, mais au fond, bah, il peut m'adorer moi et pas aimer les canards. Bon, voilà. Et ça, je pense qu'on a énormément d'exemples dans cet esprit, dans les relations tout court, mais évidemment aussi dans les entreprises où on se vexe beaucoup sur ces sujets.
pour revenir à cet exemple de canard, est-ce que ça aurait été pas mal intéressant de savoir pourquoi et dans ce pourquoi il n'aime pas les canards en bois sur ton cheminée, est-ce qu'il est conscient de lui-même, de ce qu'il Ouais, a comme travers? Et quelque part, cette histoire de conscience de soi, enfin évidemment, c'est un sujet que je porte beaucoup. Enfin, c'est le sous-titre de mon livre en version anglaise qui est derrière, La boussole du leader, qui est à partir du moment où on se comprend, on se connaît, on ouais, devient meilleur leader parce que je sais que j'ai des ombres, je sais que j'ai des travers. Je ne peux pas être parfait. Je ne souhaite pas la perfection. Pas ouais, pour autant ne pas chercher à s'améliorer, mais de se connaître à ce point-là. Et il y a une femme qui était sur mon podcast qui m'a dit, en fait, ça prend plus qu'une vie de se connaître. complètement. Et j'ai trouvé ça sympathique. Donc, je veux Work juste in progress. Ouais, ouais, ouais. eh ben oui, quand on enfin, j'ai l'impression qu'on pourrait discuter pendant des heures et des heures, Madine, tellement j'adore, ces sujets. Mais pour revenir juste, dernière partie sur le programme de l'empathie dans les écoles. Ouais. Tu as parlé au tout début de tes racines danoises, le happy country. Hem, la France, je le perçois comme étant pas un happy country. Mm. Donc, il y a un choc de culture quelque part. Ça, peut-être génétiquement, Danois sont plus programmés pour revenir aux Gender neutral typologies, masculine, là, ouais. Mm. peut-être, mais c'est loin pour moi de la psychologie française de vouloir être heureux. Enfin, il y a l'esprit critique, il y a le sens de critique constant. Je vois les gens dans la rue plutôt malheureux, c'est souvent ça, en tout cas crispés, enfin, parce que Mm. je passe à Paris plus qu'ailleurs. Le programme de l'empathie, combien est-ce que tu as dû faire des transferts culturellement afin que ça soit acceptable en France? Euh, Bah, complètement, en fait. Les cours d'empathie au Danemark n'ont rien à voir avec les cours d'empathie que j'ai proposés notamment en France. Bon, on va dire que moi, ça fait 6 ans que je pousse dans cet esprit de cours d'empathie, mais ça fait des années que des académiques formidables comme Rebecca Shankland notamment, qui font un travail monumental sur les compétences psychosociales, qui en fait sont les prérequis pour avoir des bonnes relations, comprendre les émotions, comprendre l'autre, donc des compétences aussi d'empathie, mais plutôt dans ce système français, ça s'appelle les compétences psychosociales. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut enseigner. En France, ça prend, et c'est très bien parce que c'est des vrais cours. Au Danemark, c'est plus l'esprit de la communauté et une collectivité qui n'est pas vraiment, il n'y a pas un vrai programme, je dirais. Il y a un vrai programme de ce que la reine du Danemark a fait, ce qui s'appelle Libérer de l'harcèlement, Free from Mobbery, qui est un vrai programme pour les tout petits, avec un ours, avec des émotions, des fruits, des jeux. Donc il y a tout un programme très précis euh, Pédagogique, en l'occurrence. pour réduire le harcèlement et donc aider à la bienveillance, etc. Mais sinon, moi, à l'époque, quand j'ai reçu les cours, c'était plus il n'y avait pas des vrais cours à l'intérieur. Et ça, en France, et je pense qu'on a besoin de le faire avec cette approche en France, d'avoir, là, dans la proposition que moi j'avais envoyée, il y avait 36 cours, mais vraiment avec un contenu. Qu'est-ce qu'on apprend dans la quoi 1, 2, 3 il y a un cours où, évidemment, l'identification des émotions. Et ça revient sur les compétences psychosociales. Mais par Mmh. exemple, il y a un cours qui s'appelle Comment faire un compliment. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très étrange dans nos relations interpersonnelles. Bon, on peut parler des heures d'empathie, d'accepter celui ou celle qui nous agace. Comment on arrive à au moins constater ou voir accepter qu'il y a une différence. Mais il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que pourquoi on a du mal à dire du bien? Pourquoi il y a ce déficit considérable de manque de reconnaissance? Manque de valorisation de l'autre. Quelle est la difficulté à dire à quelqu'un, je t'ai vu et je te trouve formidable? C'est alors tout avec l'adaptation, parce que tu sais très bien à l'anglo-saxonne, quand tu dis you're great, donc non mais après à trouver le bon niveau et culturellement comment on se positionne par rapport à ça pour que ça ne devienne pas des compliments galvaudés ou qui n'ont pas de valeur, mais c'est euh,
quand je fais l'exercice, c'est un exercice de l'école danoise, de nos cours d'empathie là-bas, qui s'appelle la chaise chaleureuse. Et tu mets un élève devant tous les autres élèves et tous les autres élèves, ils font des compliments à l'élève. Que tu l'aimes pas ou tu n'as pas de rapport avec, mais tu fais un compliment. Tu trouves quelque chose de positif à dire à cet élève. Et là, quand je le fais dans les entreprises, alors il y a des séances magiques où finalement les gens, ils ont des choses à dire, ils le disent et c'est beau et c'est incroyable et la personne, enfin, il y a entre mi-larmes aux yeux, enfin, c'est émouvant quoi qu'il arrive. Mais toujours avec un côté, même ceux qui sont le plus à l'aise, avec un côté de gêne, qu'on me dit autant de choses bien sur moi. Et après, il y avait des exemples où les gens n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à trouver un truc bien à dire. Ça veut dire que depuis des années, ils n'avaient jamais pris le temps de voir l'autre. Et donc ça, c'est, je pense, un point que, et je vois bien que les séances d'empathie ou de chaise chaleureuse, là, de compliments, quand je conduis cette séance, ça a un effet, et c'est pas moi qui le dis parce que je suis pas avec eux au quotidien, mais ils me racontent que l'effet dure des mois et des mois et des mois, où c'est plus difficile de rentrer dans un conflit, d'en vouloir à une personne, puisque tu sais que au fond, ils pensent quelque chose de positif sur toi. Et ça, c'est à nouveau dans cette méthode MR, je cherche à avoir des outils relativement simples et pragmatiques parce que je veux que ça reste réaliste et réalisable. Mmh. Si on imagine qu'on va venir Des bouleverser le bisounours. système, etc., ça va, enfin, en tout cas, ça prendra des années de toutes les façons. Mais Mmh. si déjà on arrive à avoir des petits progrès, on peut encourager des gros progrès derrière. Donc ça, c'est un peu la façon dont j'avance. Il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit. Un par rapport à dire quelque chose de positif, un compliment, et l'autre, qui est lié pour moi, c'est de demander de l'aide. Ouais. Dans les le premier, c'est la grâce, d'avoir cette d'être gracieux Mm. par rapport à quelqu'un d'autre. C'est une générosité d'esprit de lâcher un compliment. Parfois, c'est juste un sourire Ouais. et je trouve souvent dans les entreprises, on a peur de ça parce qu'on est en train de montrer un peu notre âme. Mm. Le côté moi, généreux, personnel, donner un compliment avec un sourire, ben, ça vient de moi. C'est quelque chose de personnel, c'est pas juste pro. Et puis la deuxième, c'est demander de l'aide. Ça veut dire que je dois avoir un peu de vulnérabilité, de dire que Ouais. je suis quelqu'un qui connaît pas tout, qui sait pas faire tout, qui a Mm. besoin de toi. Et ça, c'est histoire de communauté. Et je pense que les enfants, naturellement, enfin, au tout début, égoïstes, et cetera, mais après, ils ont plus de capacité à le faire. Mais en tant que société, on enlève tout ça. On veut soulever l'individu et le service, à la communauté, service à son pays. C'est loin, loin de comment on éduque nos enfants, par parents, par système éducationnel, par société. Et voilà, ça, c'est les 2 mots qui viennent à l'esprit. Comment tu réagis? Dans quel sens? Ah ben, comment est-ce que tu penses le besoin de la grâce et vulnérabilité peut-être, sont Ah bah, des c'est essentiel parce que du coup, pour moi, c'est induit même dans de la vulnérabilité. C'est effectivement ça rejoint le disclaimer, ça rejoint je suis pas parfait, j'ai des choses. Le personal user manual, c'est aussi de dire comment je fonctionne. C'est pas dire comment je suis génial, c'est dire comment je fonctionne. C'est quelles sont aussi potentiellement mes vulnérabilités. Mais après, je pense que ça met plus de gens mal à l'aise de parler de ça. Moi, je parle souvent d'exemples. On n'a pas besoin d'imaginer devenir larme à l'œil en disant que ma mère, elle n'était pas là quand j'étais petite, mais choisir un exemple qui représente. Et cet exemple, on peut le choisir et l'apprivoiser pour ne pas être euh, trop vulnérable quand on le dit. Moi, je comprends que quelqu'un qui est sensible n'a pas très envie du coup de raconter des choses parce qu'ils ont du mal à maîtriser les émotions sur le moment. Donc, en fait, moi, je les aide à être à l'aise avec un ou deux ou trois exemples qui doivent toujours être sincères et vrais, mais qu'on apprend à normaliser, à maîtriser pour pouvoir
illustrer aux autres, donner l'occasion aux autres d'être plus empathiques avec nous. Par, bon, vous allez, sûrement, remarquer que j'ai du mal à me concentrer. D'ailleurs, à l'école, je rendais toujours les profs, très frustrés parce que j'avais du mal à rester assise sur ma chaise. Bon, déjà là, on voit le petit là qui avait du mal, où j'étais toujours punie après l'école parce que j'arrivais pas à rester calme dans la classe. Hem Cette histoire-là peut très bien illustrer un propos d'une sensibilité ou une suractivité. On n'a pas besoin de dire: «Mon père me mettait des claques, parce que j'étais suractif». C'est même si ça fait partie de l'histoire, on n'a pas besoin, on doit à personne, d'aller chercher des trucs très enfin, des choses très, très intimes. Mais il y a des histoires, dans les histoires qu'il me raconte à moi, qui peuvent faire le job sans aller dans les détails, mais pour qu'on arrive mieux à se comprendre. Et ça, je Mmh. pense que c'est de montrer des petites vulnérabilités. J'ai une de mes clientes qui m'a appelée ce matin parce qu'elle avait alors moi, je prescris plein d'exercices que les gens font quand c'est un suivi individuel et elle avait un déjeuner donc avec un collègue, où elle devait, expliquer un peu mieux comment elle fonctionne, donc son mode d'emploi et aussi les disclaimers. Et c'est pas évident. Elle me dit: «Mais à quel point il faut que j'aille dans les détails, est-ce qu'il Mmh. faut que je raconte, un échec personnel pour ouvrir un peu cette zone, de confidence?» Et je dis: «Idéalement, mais le degré c'est-à-dire, en fait, les gens, ils nous demandent pas autant de détails qu'on pense. Si on dit, bah, moi, il y a quelques années, j'étais dans telle et telle entreprise et c'est vrai que ça s'est un peu mal passé, je crois que j'ai pas su gérer, notamment parce qu'il y avait plein de malentendus». Et c'est ça oui, voilà, après on peut, ouvrir sans dire un tel et donner des prénoms ou, rentrer dans les détails. Les gens ne nous demandent pas autant, mais ne serait-ce que le fait d'ouvrir, la conversation peut suffire à créer un espace de confiance et de sécurité psychologique. Et c'est ça qui est important, de pouvoir avoir un dialogue. Et dans cette psychologie, cette sécurité, il y a connaître tes frontières, les bordures de là où tu veux aller et là où tu ne veux pas aller. Et moi, je parle souvent de 3 zones. Un, le côté pro, Mmh. 2, le côté perso et Mmh. ensuite il y a le côté intime. Et Mmh. c'est pas parce que, on a des choses intimes qu'on ne peut pas aller dans le perso. Mais Mmh. forcément, le perso et l'intime, il y a une zone entre 2. Moi, je Mmh. dirais, il y a une zone entre perso et pro qui est toujours, qui chevauche. Mmh. Car en fait, si tu penses que tu peux juste laisser la maison à la maison, quand tu rentres au travail, c'est juste pas possible. Si tu t'es engueulé avec ton épouse ou époux, partenaire, enfant, juste avant de partir, ben, forcément, ça fait tache sur la journée. Ça te trottine dans la tête et Mmh. puis donc ça va t'impacter dans la journée. Après, de dire: «Voilà, je suis arrivé au bureau ce matin, je suis désolé, mais j'ai une contrariété, ce matin. Donc si je suis de mauvaise poile aujourd'hui, heu, je m'excuse». Je rentre pas dans le Oui, bien sûr. détail, mais je dis le C'est perso, une forme je de rentre. voilà. C'est exactement ce conseil que je donne. À nouveau, c'est une forme de disclaimer, Mmh. de mettre les sous-titres sur un comportement, sinon qui peut être blessant et difficile pour les autres à comprendre. Et donc, je pense que en ayant cette hygiène, avec soi, donc du coup à donner ces informations aux autres, je pense qu'on aide, de manière générale, beaucoup les relations interpersonnelles et pour avoir un résultat, où les gens ils sont plus en confiance, où ils se sentent, plus en sécurité. Et sécurité dans le sens sécurité psychologique, d'oser, poser une question, émettre une idée, avouer une erreur, devant les uns et les autres. Donc, qui fait augmenter l'innovation, l'engagement, la liberté d'agilité, de trouver des solutions, d'agir, donc c'est vraiment intéressant. Alors, Malines, je sais que j'aurais eu plaisir à poursuivre une conversation pendant des heures. Peut-être on aura d'autres occasions, peut-être moins à façon le bouton enregistrement entre nous. C'était un plaisir, Malines, de t'avoir. Je te remercie d'avoir livré tout ça avec de belle énergie que tu as.
Comment est-ce que les gens peuvent, te suivre? Quels sont les meilleurs moyens de te contacter? Si quelqu'un veut t'embaucher pour parler, est-ce que tu as des agents? Raconte les Bah, meilleurs moyens. il y a évidemment mon site, internet qui est donc, malinridal.com, donc MALENERYDAHL.com, et puis, sinon on peut m'envoyer un mail au contact, @malinridal.com. Je suis sur LinkedIn, donc, également on peut m'envoyer un message sur LinkedIn. C'est le réseau que je privilège, donc c'est plutôt là où je réponds. Et Hem et ton livre, L'empathie, ça s'apprend et tous les autres, j'imagine? Alors l'empathie, ça s'apprend, il est toujours en vente, il vaut je peux plus s'il est encore c'était en janvier, donc il est peut-être à commander plutôt qu'à trouver dans les librairies, mais bon, il doit rester quelques exemplaires. Hem Et puis, pour l'instant, je travaille encore sur le projet de l'empathie, donc il n'y a pas un cinquième en route, mais il y a déjà celui-là et puis le premier évidemment que les gens, relient, encore, Heureux comme un Danois. Mon deuxième, Le bonheur sans solution sur plutôt la vie rêvée des autres, les ingrédients fantasmés du bonheur, beauté, argent, pouvoir, célébrité et sexe. Et il y a un troisième qui malheureusement est sorti, 10 jours avant le confinement, donc il a eu un mauvais destin ce livre. Il s'appelle «Je te réponds moi non plus», c'est sur le phénomène de justement de non-réponse à l'ère digitale. Mmh. Heu Pourquoi les gens ne répondent pas? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est qu'ils ne nous aiment pas, ils ne nous respectent pas? Comment on obtient de meilleures réponses? Comment on gère tous ces emails ou messages qu'on reçoit? Donc, c'est tout Nombre de personnes, une nombre de analyse personnes. qui était assez intéressante à écrire. Donc, Mmh. il y a ces livres-là qu'on peut effectivement lire si on a envie de savoir plus sur moi ou mes points de vue, et puis ou effectivement me contacter sur Alors ces juste un dernier truc sur l'empathie, ça s'apprend, quelque chose que j'apprécie. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais l'empathie, ça s'apprend et je suis totalement d'accord et je dis de l'autre côté, c'est difficile de l'enseigner. oui. Ça s'apprend si on a envie, Mmh. enseigner si l'autre, si le cheval n'a pas soif, il va pas boire. Oui, oui. Non, ça, c'est sûr que ça, c'est une difficulté. Ce que j'essaye de faire, c'est de montrer pourquoi il y a un intérêt égoïste à l'apprendre. Mmh. C'est pas pour l'autre. En fait, il y avait une première maison d'édition quand, j'ai commencé à discuter de cette histoire d'empathie. Il me dit: «Ah, c'est génial, genre, on va faire le livre et cetera», et puis elle est revenue me voir, elle me dit: «J'ai fait une petite enquête autour de moi, je le fais régulièrement sur les idées de livres et les gens parce qu'elle, elle trouvait ça génial et les gens, ils disaient, avaient dit de manière assez, massive: «Oh là là, encore un truc à faire pour les autres», et donc alors que c'est un malentendu parce que c'est en fait, c'est d'abord pour soi. Parce que la vie est plus agréable, moins tendue, moins de conflits et cetera. Mais bon, enfin, je vois pourquoi, il peut y avoir ce malentendu. En tout cas, merci de m'avoir, invitée, reçue, écoutée, et avec grand plaisir pour, poursuivre, hors antenne, ces discussions. Moi aussi, Maline, merci beaucoup, 1000 fois. Belle journée à toi. Une belle journée.